Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire Avocat Live, le premier de l'année 2026. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année et j'espère qu'on restera sur cette belle dynamique qui a été lancée en 2025. Je vous présenterai et je donnerai la main à nos invités exceptionnels aujourd'hui, William Djadoun, qui est délégué général de la REDOC, et le docteur Bernard Binet, qui est président du comité médical de la REDOC, et qui sera accompagné de Pierre-Alexandre Belmont, notre nouveau responsable du service médical, nouvellement nommé. Je leur donnerai donc la parole, mais avant, je voulais profiter de quelques minutes pour remercier toutes les personnes qui ont participé donc à notre journée de rencontre du réseau Reliance le 28 novembre dernier. Nous étions près de 200 participants, aussi bien collaborateurs Reliance que prestataires, à la fois en présentiel et en visio. Ça a été l'occasion de nous retrouver, d'échanger, d'exprimer également beaucoup d'idées via les ateliers participatifs qui ont été un grand succès. Et donc, tout ce qui est ressorti de cette journée a été synthétisé. Je présenterai le bilan cette semaine à notre direction et donc je serai en mesure de vous transmettre la synthèse de ces échanges. Donc ça, c'est pour les personnes qui étaient inscrites à la journée. Et puis également, nous allons discuter des sujets à intégrer dans notre feuille de route. Donc il y a encore plein de chantiers à venir et dans lesquels nous espérons pouvoir intégrer le maximum d'idées qui sont remontées lors de ces ateliers. Donc on se retrouvera lors d'une prochaine édition. On est en train de se caler aussi sur le REACH. Je vous tiendrai informé. En attendant, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou des sujets également à partager. Donc, je vais lancer également ce webinaire. Ce webinaire est enregistré. Donc, les personnes inscrites, qui se sont inscrites et qui éventuellement n'ont pas pu participer en direct pourront le visionner en replay. Durant tout le webinaire, vous pouvez poser des questions. Donc, vous avez plusieurs onglets en bas de votre écran, un onglet chat que vous connaissez, et puis également un onglet questions. C'est là que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Nous réserverons 5 à 10 minutes à la fin du webinaire pour y répondre. Donc, je relayerai les questions auprès de nos intervenants. Vous aurez également un petit sondage auquel on vous demandera de répondre très rapidement. Mais sans plus tarder, je laisse la main donc, à nos invités qui vont vous parler d'un sujet d'actualité qui est celui du barème du concours médical 2025 qui a pu faire couler un petit peu d'encre, en tout cas susciter quelques réactions de la part d'associations que nous connaissons bien telles que la NADOC, la NADAVI ou encore la NAMEVA. Et donc, pour vous donner tous les bons éléments pour pouvoir répondre à d'éventuelles questions, je laisse la parole à nos invités. Merci Aurélia, bonjour à tous. On est ravis d'être parmi vous, Bertrand et moi, pour vous parler du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun. Alors, d'abord, donc c'est une intervention à deux voix, médico-juridique, alors juridique pour ma part, avec le retour à la définition d'un TIAC, si la slide marche. Voilà. Effectivement, vous le savez, ce barème est utilisé et s'inscrit dans l'indemnisation du poste de préjudice déficit fonctionnel permanent. Alors, je sais que vous connaissez tous la définition, mais certains éléments peuvent être repris. Vous le savez, incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain et on y retrouve les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d'existence. Donc, trois composantes de ce déficit fonctionnel qui fait l'objet d'un poste de préjudice unique et global. Ce qu'on retrouve également dans la définition d'un TIAC et ce qui est précieux, c'est de nous donner également la source de cette définition, puisqu'il s'agit, nous dit d'un TIAC, de la définition de Trèves, issue du colloque de Trèves de 2000, sur lequel je reviendrai en quelques mots, qui lui évoque l'atteinte à l'intégrité physique et psychique
qui correspond encore une fois à l'atteinte anatomophysiologique médicalement constatable et aux phénomènes douloureux et également les conséquences habituellement et objectivement liées à l'atteinte dans la vie de tous les jours. Donc, on a bien cette source qui est trêve et donc il faut toujours dans le cadre de cette étude du barème revenir sur les fondamentaux, les définitions. Trêve, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative européenne par Willy Rotley, qui était un député européen et donc qui avait voulu lancer une idée d'harmonisation du droit du dommage corporel en Europe. Et donc, ont été constitués des groupes de travail, deux groupes de travail, le groupe de travail de juristes et un groupe de travail de médecins. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de trêve, on a toujours l'idée que c'est une définition médicale, oui, et qu'il n'y avait qu'un groupe de travail de médecins experts, mais il y avait également un groupe de travail de juristes qui devait justement œuvrer à construire le droit du dommage corporel de demain en Europe. L'idée clé des travaux de trêve, c'était de distinguer le retentissement personnel du retentissement professionnel, et c'est donc ce qu'avait suivi également la nomenclature d'Antillac de manière générale. Ce groupe de travail avait abouti à deux réflexions, à un consensus médico-juridique, cette définition de trêve, et avec l'idée que sur le plan juridique, elle devait être accompagnée d'un tableau de conversion au point du barème, comme ce que nous avons dans le référentiel Morley. Et donc, côté médical, on devait aboutir à un barème unique européen fondé sur cette définition. Alors, plusieurs pays étaient autour de la table, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et la France. Et donc, la France, ayant participé à ces travaux, avait d'emblée, en 2001, repris cette définition dans l'actualisation du barème du concours médical. C'était d'ailleurs salué par les homologues des autres pays pour dire que c'était le premier pas vers cette avancée, cette harmonisation du droit du dommage corporel en Europe. Donc, vous le voyez, le dénominateur commun entre le barème du concours médical et la définition d'Antillac du DFP, c'est bien cette résolution de trêve de juin 2000, encore une fois, œuvre d'un consensus médico-juridique. Par la suite, avant la nomenclature d'Antillac, on a eu une consécration avec la loi du 4 mars 2002, je ne vous l'apprends pas, le système d'indemnisation amiable qui a été mis en place et l'appréciation de critères de gravité pour retenir un aléa thérapeutique grave indemnisable par la solidarité nationale et on le sait également, des critères d'entrée dans les CCI, dans les commissions de conciliation et d'indemnisation. Ces textes ont offert, dans l'appréciation du critère de gravité, la première contextualisation, consécration textuelle du barème du concours médical. Par la suite, on a eu la nomenclature d'Antillac, donc en 2005, vous ai évoqué la définition, et donc il s'agissait de retenir au travers de la nomenclature d'Antillac que l'AIPP, c'était le dommage, et le DFP, le préjudice. Et d'Antillac l'écrivait lui-même dans un article publié à la Revue française du dommage corporel de 2007, il le disait, l'AIPP est bien la représentation médicale du déficit fonctionnel permanent et que les troubles dans les conditions d'existence et la perte de la qualité de vie sont le reflet des conséquences des blessures. Donc on avait bien à la fois une vision globale de l'AIPP avec ses trois composantes, reflet médico-légal d'un déficit fonctionnel permanent, indemnisable, qui pouvait également être davantage précisé par le magistrat pour répondre au principe de réparation intégrale. Donc ça, on était en 2005 avec la nomenclature. L'idée, c'est ensuite de voir ce qu'ont fait les magistrats de cette nomenclature. Vous le savez tous, elle a été consacrée par tous les ordres de juridiction, par tous les acteurs de la réparation du dommage corporel. Et la consécration du déficit fonctionnel permanent, elle date de 2009, où la Cour de cassation avait opté pour l'utilisation des acronymes de la nomenclature, des définitions et surtout avait d'emblée consacré cette approche globale du déficit fonctionnel permanent tel qu'il était défini par la nomenclature. Donc on voit que finalement, on a bien une suite logique depuis ces travaux européens de trêve vers la marche progressive de ce qu'on a eu dans la nomenclature, d'une clarification du retentissement personnel et professionnel et l'admission par les juridictions et une égalité de traitement de l'utilisation de ces définitions. Par la suite,
On a eu des arrêts plus récents où s'était posé la question d'indemniser des composantes du déficit fonctionnel de manière distincte. Et donc, la Cour de cassation s'y est toujours refusée. 2 arrêts, 17 juin 2021, 9 décembre 2021, mais il y en a d'autres, où la Cour de cassation rappelle que les souffrances morales permanentes ne sont pas autonomes et sont réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. Autre jurisprudence récente de la Cour de cassation qui peut nous en donner une illustration de cette manière d'avoir une vision globale du DFP, ce sont les arrêts de l'Assemblée plénière du 20 janvier 2023. Je vous rappelle que ces arrêts constituaient un revirement de jurisprudence nous disant que la rente accident du travail ne répare pas le DFP. C'est une interprétation, mais pour le rappel, vous le savez, en cas d'accident du travail avec une faute inexcusable de l'employeur, l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale permet l'indemnisation de postes de préjudice supplémentaires, notamment les souffrances physiques et morales endurées. Et donc, tout l'enjeu, lorsqu'on a su que la rente AT en 2009 réparait les PGPF, l'IP et le DFP, on avait une difficulté des victimes à obtenir l'indemnisation de ces souffrances endurées, puisque les magistrats répondaient qu'ils n'apportaient pas la preuve de souffrance distincte du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente. Eh bien, la Cour de cassation, par ses arrêts de 2023, va sortir le DFP de la rente, tout en maintenant cette vision globale. Alors, ce n'était pas forcément l'objectif, mais pour autant, ça illustre bien la volonté de la Cour de cassation de maintenir une définition harmonisée du DFP avec une définition conforme à la nomenclature d'un TIAC. Donc ça, c'est pour la Cour de cassation. La question qu'on peut se poser, c'est les juges du fond, les cours d'appel auxquels vous êtes plus confrontés. Eh bien, lorsque nous avons actualisé la mission AREDOC en 2022, nous voulions nous assurer que le point 14 de la mission, qui invitait à évaluer un taux global en fonction du barème et des 3 composantes, était bien conforme au droit positif. Eh bien, nous avons réalisé une étude qui est disponible à la Revue française du dommage corporel en 2022. Nous étions allés voir toutes les cours d'appel, tous les arrêts de cours d'appel, 60 décisions pour savoir quelle était la tendance. Eh bien, en 2022, toutes les cours d'appel sur le territoire maintenaient une vision globale de l'AIPP évaluée par l'expert, maintenaient une vision globale du déficit fonctionnel permanent indemnisé par le juriste. Et l'autre question qui s'est posée également, et que vous avez dû voir également se poser, c'est celle de changer la méthodologie indemnitaire issue du référentiel pour arriver à une capitalisation d'une indemnisation journalière. Et là, les cours d'appel maintiennent la méthodologie issue du référentiel intercours, qui, je le rappelle, elle-même est issue des travaux de trêve de 2000. Donc, les cours d'appel ont cette vision constante du DFP. Cour d'appel de Lyon en 2013, donc c'est des anciens, mais c'est pour vous montrer que dans le temps, ce poste a été éprouvé et a été maintenu de manière globale. Quand on cherche à avoir une dissociation arbitraire du DFP, nous dit la Cour d'appel de Lyon du 20 juin 2013, cette dissociation artificielle ne rend en tout état de cause pas compte des conséquences multiples du DFP. Pareil pour la Cour d'appel de Caen. Alors, vous aurez les slides, donc je ne m'attarderai pas sur les décisions, mais simplement pour vous montrer que l'ensemble des cours d'appel maintiennent cette définition. Ce qui est important pour les magistrats, et ça Bertrand le reviendra dessus, c'est surtout le raisonnement médico-légal de l'expert. C'est-à-dire que si on retrouve dans le rapport d'expertise le fait qu'on ait bien pris en compte l'ensemble des composantes, que le taux est justifié par l'analyse des doléances, par le fait, comme on peut lire ici, que les experts ont entendu les doléances du patient consolidées longuement développées, qui se plaignaient de douleurs pratiquement permanentes et suffisamment importantes pour être insomnieuses et de troubles dans les conditions d'existence. Dès lors que le magistrat le lit dans le rapport d'expertise, il se dira que le taux retenu est justifié. Pareil pour cet arrêt de la Cour d'appel de Paris en 2020. Cour d'appel de Caen également en 2021, l'expert judiciaire, dans son rapport, prend en compte pour l'évaluation à laquelle il a procédé les différentes composantes du poste en litige, en précisant que le DFP porte sur les troubles de la marche avec une diminution de la mobilité de la hanche et des douleurs fréquentes, un déficit musculaire avec un retentissement psychologique. Ici aussi, vous le voyez déjà en 2021, la Cour d'appel de Caen rejetait toute autre méthodologie indemnitaire, notamment sur la capitalisation d'une indemnité journalière par le prix de l'euro de rente d'une rente. Cour d'appel de Grenoble, c'était pareil, reprise d'une définition de trêve que j'ai citée tout à l'heure, avec, encore une fois, l'importance
de la bonne rédaction du rapport d'expertise pour indemniser intégralement le déficit fonctionnel permanent. Récemment, on s'est interrogé aussi sur les tendances des cours d'appel de 2025. Et donc, on a réalisé au sein de la REDOC une étude sur doctrine allant de janvier 2025 à décembre 2025, faire un tour d'horizon des différentes cours d'appel qui ont statué sur le DFP. Eh bien, encore une fois, on retrouve une approche classique du déficit fonctionnel permanent qui fait référence à la conférence de Trèves, qui, je vous le rappelle, est la définition que l'on retrouve dans le barème du concours médical. Et Cour d'appel de Paris, de même, on va retenir l'importance de nouveau de la description de l'expert. On peut aussi citer cet arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui le dit, pour justement une indemnisation distincte des composantes du déficit fonctionnel permanent, procéder comme il est demandé à la Cour de le faire par M. L, reviendrait à valider l'indemnisation autonome de nouveaux postes de préjudice permanent et par conséquence à procéder à une double indemnisation, alors que le poste de déficit fonctionnel permanent fait l'objet d'un regard attentif des juridictions et des juges qui les composent pour réparer à sa juste valeur sans perte ni profit. Toujours pour la Cour d'appel de Caen, c'est constant, on rejette la méthodologie de capitalisation de ce poste s'agissant d'un poste extra-patrimonial. Donc, encore une fois, c'est pour montrer la constance de la jurisprudence sur l'analyse du déficit fonctionnel permanent dans tous ses aspects. L'important, encore une fois, c'est le raisonnement médico-légal de l'expert et ces arrêts, encore une fois, que vous retrouverez dans les slides, en offrent une parfaite illustration. Donc, en synthèse, sur l'aspect plutôt analyse juridique, je dirais, vous l'avez vu, puisque la définition de Trèves est bien le dénominateur commun entre le barème du concours médical qui en a adopté sans réserve toutes les composantes et le DFP repris par la nomenclature d'un TIAC qui est fait également référence, on peut considérer qu'effectivement l'AIPP est bien constitutif du déficit fonctionnel permanent. Sur l'application du DFP, c'est une jurisprudence constante, donc l'outil d'évaluation est bien conforme au droit positif, mais cet outil reste un outil indicatif, et c'est ça qu'il faut rappeler, c'est un outil scientifique, mais tout relève de l'expert, et vraiment ce qui apparaît en juridiction, c'est l'importance, et à l'amiable aussi pour ce qui est de nos dossiers, l'important, c'est le raisonnement médico-légal de l'expert, c'est ce qui prime, et le raisonnement auquel l'invite le point 14 de la mission à REDOC, avec justement la justification de ce taux. Et dans ce point 14, on a une référence à la dernière version du barème du concours médical. Et donc, c'est sur ce point que je laisse maintenant la parole à Bertrand. Merci, William. Donc, pourquoi un barème? Eh bien, William a un peu rappelé l'historique. Le poste de préjudice, lui, il va être établi sur la base du dommage. Le dommage, il est médical. Et donc, nous, on a besoin d'un outil pour se prononcer. Cet outil, le barème, il est rédigé par des médecins, pour des médecins, exclusivement d'ailleurs des médecins. C'est un gage de fiabilité, d'harmonisation aussi des pratiques, puisque c'était l'esprit de Trèves, d'avoir une harmonisation européenne, ou en tout cas dans le raisonnement. Je n'arrive pas à avancer, moi. Je peux te le faire si tu veux. Je veux bien. Alors, la synthèse, William nous a bien expliqué comment ça avait été fait. Vous voyez que le concours médical, il est sorti en 2001 dans la suite rapide de Trèves. La nomenclature, elle est sortie en 2005 et il n'y a pas eu besoin d'adaptation du barème pour voir que ça avait vraiment cette même origine. Et depuis 20 ans, dans les cabinets, tous les experts se servent en grande majorité du barème. Alors, il y en a d'autres, on le redira, mais ils se servent en grande majorité du barème. Et pour nous, c'est important de voir que la pratique professionnelle, elle s'est saisie de cet outil et que ça a répondu aux demandes. On rappelle que celui de 2001 était devenu officiel à une époque au titre de la RC médicale. Ce n'est pas le cas encore du barème 2025. Tu peux passer, William ? Vous voyez, vous avez les deux versions qui sont présentées, le 2001 qui est bleu et la nouvelle version qui est blanche. Tu peux passer. Alors, pourquoi un nouveau barème? D'abord, nous, en tant que médecins, surtout ici, on parle de responsabilité médicale, un médecin, on doit travailler avec des outils à jour. C'est dans le code de santé publique, c'est dans le code de déontologie. On ne peut pas travailler aujourd'hui avec des outils médicaux qui ont plus de 25 ans.
La médecine, elle a évolué, mais il y a aussi des modifications sociétales. Il y a eu des nouveaux événements, il y a eu les attentats, il y a eu tous les accidents collectifs. Il y a aussi des nouvelles aides techniques sur le plan médical, notamment les prothèses. Et puis, il y a aussi de nouvelles classifications de la douleur qui nous amènent à penser la partie douleur de manière différente. Tu peux passer. Et puis, il y avait ce besoin de pédagogie et de description des trois composantes, à la fois pour la victime et pour le lecteur juriste. Les trois composantes, on l'a rappelé, la limitation fonctionnelle, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et l'impact dans la vie de tous les jours. L'évolution des pratiques professionnelles aussi, parce qu'il y a des habitudes expertales qui faisaient que certains chiffres n'étaient plus adaptés à la pratique quotidienne dans les cabinets. Et puis, il y avait cette logique de la mission. L'AIPP, ce n'est pas juste quelque chose qui apparaît comme ça à la fin de manière magique, c'est un bilan situationnel qui permet de connaître la victime, des doléances, et on a vu que les magistrats lisent les doléances, comme vous les lisez bien évidemment, un examen clinique, une imputabilité, et à la fin, une AIPP qui est chiffrée, mais qui est aussi décrite. C'est ça l'objectif de la mission, et donc cet outil se place dans cette ligne. Tu peux passer, William. Alors, quelle méthode pour la construction ? Il y a eu des articles médicaux qui ont été publiés dans la revue française du dommage corporel, globalement sur le même plan, avec des spécialistes de chaque fonction qui ont donné des propositions de barème. C'est passé entre 2021 et 2024, afin de recueillir d'éventuelles observations. Alors, il n'y a pas eu d'observations à la revue française qui ont été adressées. Un de ces outils a été présenté à la journée de la Rédoc en 2022, et donc ça a été quelque chose de public. Il y a eu un comité de lecture avec des médecins d'horizons multiples. On y reviendra lorsqu'ils ont accepté, parce que certains ont refusé de prendre ce temps et d'être présents dans ce comité de lecture. Il y a eu un comité éditorial, celui de la revue pour la mise en forme et la structuration globale. Et c'est un barème qui a été publié par addition de ces différents articles. Et, comme l'a dit William, il est indicatif et il a été annoncé une version peut-être plus simple, plus limitée, mais pour l'instant, elle est soumise en l'état à la communauté médicale et à la pratique. Tu peux passer. Alors, il y a une vision peut-être plus large que des simples chiffres, puisque c'est un outil médical. Il y a des rappels parfois anatomiques, des rappels physiopathologiques, c'est-à-dire des explications. Il y a de la clinique, c'est-à-dire ce qu'on retrouve en examinant les gens. Il y a des outils de mesure. Il y a parfois de l'imputabilité, c'est vrai, c'est l'objet de critiques, mais on rappelle que ça reste un outil de médecin pour des médecins. Et puis, il y a souvent des fourchettes qui sont proposées qui permettent justement au mieux d'aller adapter à la réalité de la victime dans ces trois composantes. Et puis, pour nous les médecins, on n'a pas de jurisprudence, mais on a ce qu'on appelle une bibliographie, c'est-à-dire des articles médicaux de référence qui sont proposés par les auteurs. Alors, qu'est-ce qui reste ? Les taux globalement de perte de fonction sont proches. Les taux de 25% qui sont souvent pivots pour vous en RC médical sont proches. Ce qui change, c'est une description plus précise des trois composantes de l'AIPP, un plan qui est modifié, peut-être plus détaillé. Il y a une nouvelle spécialité qui n'existait pas, la rhumatologie. Alors, elle est peut-être plus utilisée pour vous en RC médical, peu en droit commun, peut-être plus en assurance de personnes. Donc, c'est une spécialité très intéressante. Le traumatisme crânien de l'enfant également, qui n'était pas abordé. Et puis, à toutes ces nouvelles échelles d'évaluation, et puis des taux qui sont parfois beaucoup plus segmentés. On va le voir avec quelques exemples assez clairs en neurologie, par exemple, ou en psychiatrie. En neurologie, c'est très différent la présentation, puisqu'il y avait des fourchettes très larges, pour ceux qui s'en rappellent. Il y a des fourchettes maintenant beaucoup plus détaillées. Par exemple, la cognition passe de 9 à 15 items, avec une gradation beaucoup plus précise et qui a la grande différence, c'est une spécificité de la neurologie, de s'appuyer justement sur le retentissement dans la vie quotidienne pour servir de signe sémiologique, pour illustrer en fait la pathologie. Il y a quelques commentaires sur l'évaluation de l'enfant, qui est très particulier en neurologie. Sur les blessés médulaires, il y a une évolution importante, c'est qu'on utilise désormais le score ASIA, qui est international, et plus le score lésionnel, qui était un score franco-français, et donc on est plus proche des échelles internationales. Je vous donne quelques exemples, bien sûr. Vous voyez que si on prend la IPP du cérébro-lésé, qui est quelque chose qu'on en a quand même très fréquemment, on a vu, pour ceux qui se rappellent, des échelles parfois de 30 à 60. On a à gauche le retentissement, justement, avec l'impact qui va être décrit. Au milieu, un taux hors complication, vous voyez, c'est un taux indicatif. Et à droite, des exemples cliniques. Bien sûr, il n'y a pas tous les exemples, c'est toujours à l'expert de se servir
Et nous, on parle de par référence. La référence, ça ne veut pas dire l'application stricte. Si on passe à la tétraplégie ou au paraplégie, au blessé médulaire, vous allez avoir beaucoup plus d'items de la même façon, avec ce niveau lésionnel ASIA, et puis, vous voyez, l'autonomie et l'impact dans la vie quotidienne qui sont illustratifs pour avoir une idée du tableau clinique. Je peux passer. Si on regarde maintenant ce qui va être tous les tableaux pour les troubles cognitifs, on aura encore beaucoup plus de détails qu'auparavant avec l'impact dans la vie quotidienne. Je peux passer. Alors, la psychiatrie. La psychiatrie, on a mis les principaux sujets de débat. La psychiatrie, on a une classification qui était désuète, et maintenant, il est en CIM 11, qui est la classification de l'OMS, et en DSM, qui est un manuel de référence américain. Il y a des échelles qui sont proposées et reprises pour la dépression. Il y a la mise en place d'une proposition d'analyse pour les troubles conversifs, ce qui n'existait pas en 2001. Il y a le deuil pathologique qui n'existait pas également dans la même version. Et puis, il y a surtout une augmentation importante des taux pour ce qui est de la dépression et du stress post-traumatique, pour tenir compte à la fois de la réalité des pratiques du terrain et des nouvelles situations cliniques les plus graves qui ont pu être retrouvées. Je peux passer. Si on fait une petite comparaison, vous voyez que par exemple, l'incapacité pour le stress post-traumatique, il allait exceptionnellement jusqu'à 20%, il est maintenant exceptionnellement de 20 à 30%. Donc il y a une augmentation importante qui tient compte de la pratique. La dépression, vous voyez qu'on avait une dépression qui était allée jusqu'à 20% et qui désormais peut être plus sévère et aller jusqu'à 30%, ce qui est important parce que là encore, il y avait besoin de cette évolution pour rattraper les pratiques professionnelles. C'est important les pratiques professionnelles puisqu'on a vu quand même que le barème a été utilisé de 2005 à 2025 et ça montre que pour nous, il était utilisé par la pratique et validé par la pratique. Nouveau taux, la rhumatologie qui n'existait pas, avec des échelles d'analyse, des échelles les plus récentes sur le plan international et des taux d'AIPP qui vont être proposés, là encore, par fourchette. Je peux passer. Alors, il y a eu des controverses. Ce barème, ce n'est pas une évolution, c'est une mise à jour des connaissances médicales. On a dit qu'il y aura une version simplifiée qui peut être amenée en fonction des corrections, des retours à la revue, il y en a déjà eu, la pratique de terrain et puis ce qui manque et ce qui pourrait être ajouté. Alors, il y a eu des sociétés savantes qui l'ont contesté. Il faut rappeler que le précédent barème ne participait pas au précédent barème. Il faut rappeler qu'il y a un second barème qui s'appelle le barème EXA, où la Société de médecine légale et l'ANAMEVA étaient représentés, sans qu'on sache d'ailleurs les auteurs, mais ils étaient représentés. Donc, il existe une variété de débats. Les autres barèmes, on l'a dit, sont anciens, mais ils ont des choses qui peuvent être intéressantes. Il y a des acteurs qui ont été invités, certains ont refusé, d'autres sont venus, ils sont venus à titre individuel et pas au titre des sociétés savantes, mais on l'a dit, les sociétés savantes n'étaient pas représentées la fois d'avant. Et effectivement, l'éditeur a fait une erreur sur le caractère officiel qu'il a relu probablement au service marketing de la première page, puisque, bien évidemment, nous savions tous que cette loi, qui, comme le dit Iliad, était depuis abrogée, ne pouvait pas s'appliquer à un barème postérieur. Alors, est-ce qu'il y a des taux qui baissent? On va d'abord rappeler ceux qui montent, la dépression et le syndrome de stress post-traumatique. Pour l'essentiel, ils sont stables. Il y a en ORL quelques cas très particuliers qui baissent, et il y a aussi surtout beaucoup de nouvelles situations qui n'existaient pas et des situations cliniques qu'on ne pouvait pas évoquer qui sont dedans, et les auteurs ont justifié. C'est aussi le cas de la gastro-entérologie où les auteurs ont bien expliqué pourquoi les taux avaient été modifiés à la baisse. Ce sont des situations rares, et c'est bien par l'évolution des techniques médicales de prise en charge, et donc c'est quelque chose qui était justifié. Pour l'essentiel, les taux sont comparables, et il y a des taux qui auraient pu baisser aussi, il faut se rendre compte. C'est par exemple le taux des prothèses. Puisqu'il y a des nouvelles prothèses, et les auteurs ont considéré qu'il n'y avait pas lieu, malgré tout, de baisser, donc il n'y avait pas de volonté. Alors, la vraie question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que le DFP est différent de l'AIPP? Je pense que William y a répondu. Nous, on a toujours été convaincus que l'AIPP, c'était bien représentatif de l'AIPP.
du DFP, pardon, est-ce qu'il oublie la troisième composante? Je vous donne un exemple simple, la cécité, c'est 85%. On ne peut pas penser que la fonction visuelle, c'est 85% du corps humain. On se rappelle, hein, penser, manger, digérer, une fonction cardiovasculaire, une fonction de locomotion, une fonction de préhension, l'homéostasie, les fonctions psychiques. La vue, ce n'est pas 85% du fonctionnement. Mais par contre, c'est un impact majeur pour la vie quotidienne et c'est pour ça qu'il y a des taux aussi élevés. Bien évidemment, si on retirait la troisième composante, l'impact dans la vie quotidienne, le taux serait très différent. Et puis, si on retirait, qu'est-ce qui se passerait? Si on n'évalue plus une tierce personne, eh bien, il faudra revoir le barème, évidemment, puisque les taux vont chuter. L'exemple de la cécité en est flagrant. Et puis, je me demande, moi, qui va traiter cette personne? Nous, on les voit pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures pour les blessés graves. C'est nous qui recueillons leurs doléances, leur vie quotidienne, qui allons chez eux. Et si nous, on n'est pas capable de mesurer l'impact dans la vie quotidienne au bout de 3 heures, je ne vois pas comment quelqu'un qui serait à distance le ferait. Et puis, il y a d'autres postes qui nous permettent d'individualiser, puisque c'est la question de l'individualisation. Il y a l'adaptation du logement, il y a la tierce personne, il y a les aides techniques, il y a tout ce qui peut être proposé au logement. Et pour les blessés graves, je rappelle que nous y allions, donc si vous y allez, bien évidemment aussi. Alors, en pratique, en expertise, tous les retours, il y a peu de débats, en vérité, que ce soit du côté avocat ou côté médecin, y compris les médecins de recours d'ailleurs. Si les débats se tendent, ce qu'on peut dire, c'est qu'on rappelle toujours que le barème est indicatif. Il n'y a que l'analyse de l'expert qui compte. Et il a le choix de ses outils médicaux, il peut même utiliser les autres barèmes, bien évidemment. Le barème, effectivement, n'a aucun caractère opposable. On ne peut pas l'opposer ni à l'expert, ni à la victime. Et puis, on peut même s'amuser, si on veut, à prendre l'ancien barème pour comparer. Et on va voir que dans l'extrême majorité des cas, ce n'est pas favorable à la victime de prendre l'ancien barème. Et ensuite, il y a ce débat d'éclatement du DFP, William l'a expliqué, je crois qu'il ne nous concerne pas, nous les médecins, même si certains médecins ont parfois envie de s'y aventurer. Nous, ce qui nous concerne, c'est surtout de demander aux experts de bien décrire les 3 composantes dans l'argumentaire. Il y a peut-être cette différence, je sais que pour vous, les juristes, la motivation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous pouvez casser une décision, si j'ai bien compris ce que m'a dit William, pour un défaut de motivation. Et nous, les médecins, on a peut-être cet excès d'orgueil de ne jamais motiver. Et donc, il faut qu'on change un petit peu notre logiciel pour penser à expliquer, argumenter, faire de la pédagogie pour que à la fois la victime et le régleur comprennent bien que tout a été pris en compte et que l'impact dans la vie quotidienne est pris en compte. William, tu peux passer pour la conclusion. Ce barème, c'est pas, c'est pas une révolution, c'est juste une évolution. Il y a toujours ces 3 composantes qu'on essaye de plus retrouver, des références pour aller plus loin. Et puis, il y a cette volonté de la mission, de venir bien décrire individuellement à chaque fois leurs 3 composantes. Merci, moi j'ai terminé. Merci beaucoup pour cette gestion impeccable également du timing. Alors, je voulais voir s'il y avait des questions. Je vois pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction, mais n'hésitez pas à partager vos expériences si effectivement vous avez déjà été confronté à des difficultés en expertise sur des contestations voilà, via l'utilisation de ce barème 2025 ou pas. N'hésitez pas à le partager, c'est intéressant de lancer le débat. Alors, on dit qu'on m'entend mal. Je vais voir si les branches en mon casque, c'est mieux. Voilà, peut-être que ça sera mieux comme ça. Est-ce que c'est mieux? Oui. Voilà, donc effectivement, Maître Claire rappelait que c'était important d'avoir un binôme médecin-avocat de l'expertise avec un petit smiley, puisque c'est un débat qu'on a souvent chez Reliance. Mais effectivement, quand l'avocat participe à l'expertise, à votre avis, William, est-ce qu'il peut, ou également le docteur Binet, est-ce qu'il peut inviter l'expert à décrire plus précisément peut-être les choses justement pour bien, pas se faire
rattraper par la patrouille, si c'est nécessaire. Bien sûr, parce que finalement, encore une fois, comme je le disais, dans les décisions, ce qu'on voit et ce qui est critiqué ou ce qui parfois conduit le magistrat à s'affranchir de l'évaluation de l'expert, c'est quand il estime que le rapport n'est pas suffisamment descriptif, que les composantes n'apparaissent pas. Et bien entendu, le rôle de l'avocat, il est très précieux pour accompagner justement cette évaluation et bien que ça apparaisse bien dans le rapport. Oui, que ce soit dans toutes les situations, hein, que ce soit au titre amiable, mais il faut aussi penser aux situations judiciaires. Ces débats-là ne sont pas connus de tous les médecins, hein, et donc il y a des experts judiciaires qui en font une de temps en temps et qui se retrouvent pris entre des débats qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Il y a des publications où on dit l'AIPP ne représente pas le DFP, donc si on n'a qu'une publication, on va penser qu'on oublie quelque chose. Enfin, il y a un flou, et donc c'est important, ouais, à l'expertise, notamment judiciaire, de demander à l'expert de bien préciser qu'il a intégré à la fois la limitation fonctionnelle, des douleurs permanentes et l'impact dans la vie quotidienne. Non pas au titre d'une formule générique, parce que les formules génériques, on sait qu'au bout d'un moment, elles perdent de leur sens, mais qui détaillent peut-être quelques mots. Voilà. Après, à voir à vous, si vous allez jusqu'à faire un dire quand c'est pas lui a demandé de le rappeler, c'est peut-être à double tranchant et à discuter à chaque fois, mais c'est important de le rappeler. Et puis, plus ça sera rappelé en expertise, plus ça deviendra une pratique. Moi, j'ai une question pratico-pratique. En fait, donc ce barème 2025, est-ce qu'il a été distribué en fait auprès des experts? Est-ce qu'ils l'ont concrètement sur un coin de table quelque part et qu'ils peuvent s'y référer, ou c'est un peu de leur propre initiative qu'ils vont aller le rechercher? Alors, c'est de leur propre initiative. On avait communiqué le lien, nous, au sein du centre de documentation du dommage corporel, également à nos adhérents assureurs pour qu'ils puissent communiquer à leur propre réseau, que les médecins qui sont autour de nos tables, nous, de médecins conseils qui sont comme Pierre-Alexandre et certains de ses confrères, qui puissent communiquer au réseau de médecins le lien pour pouvoir se procurer ce nouveau barème. Mais ça reste effectivement à l'initiative voilà, là, en l'occurrence des assureurs, de le distribuer, mais ce qui veut dire que les autres acteurs et qui peuvent intervenir plutôt côté victime, eux, c'est pareil, ils sont allés Ils sont allés, alors, je ne sais sont pas allés le s'ils chercher. l'ont lu, parce que je pense qu'ils l'ont critiqué avant de le lire, mais ils sont allés le récupérer sans doute. Et pour ce qui est de la communication sur le barème, alors avec Bertrand, mais avec d'autres médecins du comité médical, on a été aussi sollicité par des compagnies d'experts judiciaires. Donc, ça a été aussi l'occasion de montrer que toute l'utilité du barème et qu'il s'agissait d'une actualisation. Et donc, on a eu un écho plutôt favorable des experts judiciaires sur l'utilisation du barème. Oui, on peut parfaitement comprendre qu'effectivement, au bout de 20 ans, on puisse voilà, refaire une Oui, passe actualisé. sur un barème. Et puis, c'était une actualisation qui a été beaucoup plus précise que celle de 2001, puisque chaque spécialité réunissait plusieurs spécialistes, justement, pour assurer une collégialité des réflexions, comme le disait Bertrand. Donc, effectivement, c'était un travail de réflexion au long cours qui a laissé paraître plusieurs articles. Donc, ça faisait sens pour nous de pouvoir actualiser une mission en invitant aussi à l'utilisation d'un outil actualisé et d'avoir une mission 2022 qui utilise un barème actuel. À quel autre, vous citiez tout à l'heure un autre barème auquel pourraient se référer éventuellement les experts. Est-ce qu'il y a des grosses différences avec cet autre barème Il est, il est largement, il a été co-signé par la Société de médecine légale et par donc l'ANAMEVA à l'époque, des médecins de l'ANAMEVA. Ça c'est parfois oublié en fait, en vérité. Et il est largement inspiré, pour ne pas dire copier-coller, du barème, même s'il y a des éléments, je pense que Pierre-Alexandre qui est là pense la même chose, mais il y a des éléments qui sont intéressants. Donc parfois on y va, on le lit. Moi, je le trouve très intéressant parce qu'il donne des éléments d'orientation généraux par appareil. Et que ça, je trouve ça très. Je m'y réfère assez régulièrement parce que ça permet de valider. Il est moins technique, moins précis dans la technique médicale et l'évaluation médicale que le barème du concours médical ou le pluripro. Mais par contre, il donne des éléments d'orientation générale qui permettent parfois de dire, bah, écoutez, là, regardez quand même, par comparaison entre les deux barèmes, ça permet de mesurer un petit peu la validité, surtout des critiques adverses, je trouve.
Tout à fait. permet de mesurer. Après, il était déjà un petit peu en avance sur l'augmentation du taux dédié à la psychiatrie. Et maintenant, il a été dépassé par le Pluripro. Mais moi, j'accueille vraiment avec joie le barème 2025 surtout dans les commentaires qu'il y a en dehors du tableau qui permettent une vraie réflexion médico-légale dans l'évaluation du taux. J'ai un petit regret, c'est qu'il peut, à mon avis, prêter le flanc à certaines critiques parce que justement, la description de la prise en compte des 3 composantes dans les taux proposés est détaillée dans certains chapitres, mais pas tous. Et j'aurais apprécié un petit rappel en préambule très clair en disant que chacun des taux proposés prend en compte les 3 composantes de la IPP selon la définition de Trèves. Je crois qu'il y a un préambule. Un préambule, effectivement. Ouais. Mais effectivement, après, voilà. Encore une fois, l'outil, il est proposé à la communauté. Il est évolutif. Tous les outils sont évolutifs, puisque là, on ne peut pas se dire on va attendre 25 ans, on ne va pas attendre 2050 pour avoir un nouvel outil. Je pense que maintenant, ça bouge suffisamment pour qu'il y ait des évolutions, des corrections, des choses. Ce qu'il y a, on a beaucoup plus facilement des critiques qui arrivent que des propositions de travail, parce que c'est des centaines d'heures de travail, en vérité, de faire ça. Il a été proposé dans des cadres institutionnels, à des sociétés pour le coup, de travailler sur des chapitres manquants. On attend. Dans la version simplifiée, vous savez à peu près à quelle échéance elle sera? Pour l'instant, il n'y a pas de. Pour l'instant, non, c'est pas. Est-ce qu'il y a les commentaires dont parlait Pierre-Alexandre qui permettent justement de décrire, d'expliquer, ou est-ce que c'est… Oui, non, mais il y a ce que dit Pierre-Alexandre, ça c'est identifié. En fait, c'est l'intérêt de voir sur la pratique. En fait, quand on voit en pratique, on se dit ah. On a une question de maître Zandotti et on terminera sur celle-ci avant de conclure, qui nous dit: le fait d'amener l'expert à peut-être trop détailler les composantes du DFP ne risque-t-il pas de nous mettre en difficulté au stade de la discussion sur l'assistance tierce personne? À mon avis, alors juste moi, médicalement, je dirais non, parce que la IPP, c'est vraiment, finalement, à quel moment ça va jouer sur l'autonomie quand quelqu'un peut le faire, mais avec difficulté, ou justement, on va expliquer qu'il peut le faire avec difficulté et que donc on l'a intégré à l'IPP, c'était prévu dès Dintillac. Donc, je ne pense pas. Si l'expert a un raisonnement cohérent, non, à mon avis. Et je rejoins aussi Bertrand, c'est une très bonne question, mais effectivement, alors je le dis, il y a une slide, la deuxième slide de mon PowerPoint, je suis allé un peu vite, mais dans la définition d'un TIAC, il y a effectivement un paragraphe sur la perte d'autonomie de la victime dans sa sphère personnelle. Donc on voit bien que c'est les prémices d'une future, les prémices de l'ATP, finalement, on retrouve de l'autonomie en dehors de l'ATP. Pour ce qui est de l'ATP, c'est déjà aussi, en tout cas, sur la question du poste, c'est de pouvoir dire aussi qu'il existe d'autres postes qui peuvent prendre le relais de troubles dans les conditions d'existence qui ne seraient pas couvertes par l'AIPP. C'est aussi le sujet qui est critiqué, c'est de dire que l'AIPP ne prend pas en compte des troubles dans les conditions spécifiques. Or, il faut quand même rappeler qu'il y a d'autres postes de préjudice qui permettent d'indemniser intégralement les victimes, qui sont de meilleurs véhicules indemnitaires quant à l'appréciation de ces conditions, des troubles dans les conditions d'existence. Et donc, l'ATP en fait partie. Donc, peut-être justement, il y a bien un lien entre les deux postes, et montrer en quoi l'ATP peut constituer un relais pour indemniser la victime sur… Je pense à un exemple qui nous est souvent dit en disant, quand quand on indemnise un DFP, on ne prend pas en compte le fait que la victime ait une vie sociale, qu'elle habite en ville ou qu'elle habite en province. Sauf que finalement, là, on rentrerait, encore une fois, comme le disait Bertrand, dans un risque d'appréciation subjective par l'expert et d'un côté, est-ce que c'est mieux d'être en province ou à Paris? Bon, ça se discute. Mais pour ce qui est de l'ATP, on sait qu'aujourd'hui, on a une définition suffisamment large qui prend l'aide au déplacement dans la vie sociale, puisqu'elle ne se limite plus aux besoins vitaux de la victime, nous dit la Cour de cassation. Donc, il y a bien d'autres postes qui peuvent prendre le relais de ces troubles dans les conditions d'existence spécifiques.
Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Si on veut pouvoir tous aller manger, je tenais vraiment, encore une fois, à remercier William Jadoun et le docteur Bertrand Binet, dont j'ai écorché le prénom tout à l'heure. Je m'en excuse. Je ne sais pas pourquoi je voulais vous appeler Bernard. Et donc, comment? C'est récurrent, vous n'êtes pas la seule. Bon, alors ça va. Merci beaucoup parce que c'est assez rare qu'on fasse un appel à des intervenants extérieurs, mais là, vous étiez très clairement les mieux placés pour nous en parler. Merci à Pierre-Alexandre aussi avec sa double casquette de ex-expert et de responsable de notre service médical. Et puis merci également à Mélanie que vous ne voyez pas, mais qui nous a géré toute la partie technique de ce webinaire, qui nous a accompagnés tout au long de cette préparation. Donc, le webinaire, je rappelle, sera en replay. On va vous envoyer un petit sondage là rapidement pour pouvoir avoir vos réactions à chaud. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que nous allons avoir plusieurs rendez-vous comme ça dans l'année. Donc, le prochain webinaire, ça sera très probablement autour du printemps. La date n'est pas encore fixée, mais je vous tiendrai informé. Vous recevrez, comme d'habitude, nos invitations. D'ici là, moi, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Merci. Merci de votre invitation.